et messieurs, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le ministre était là tout à l'heure et il a dû partir. Nous sommes ici donc dans la salle Clémenceau au Sénat. C'est là où se fait la plupart des lois et l'avenir donc de notre pays. Parce qu'on est là aussi pour parler de la France et de l'avenir de notre pays. Notre débat du jour, vous le savez, ce sont les Français de l'étranger, des départs et des retours. On a bien compris que les retours étaient souvent difficiles, mais il y a des départs aussi qui ne sont pas simples. Et quand on revient, c'est aussi une chance pour notre pays. Ce chemin n'est pas simple. On va essayer de l'expliquer avec nos nombreux invités qui vont nous rejoindre dans un instant. Mais on va passer la parole à l'initiatrice de ce colloque, de ce grand rendez-vous, Madame Conway-Mouret. C'est à vous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, je pense que 2015, c'est un propos introductif pour cette deuxième table ronde, restera dans l'histoire de la conquête de l'espace l'année où l'on a découvert de l'eau sur Mars. Et je crois qu'après avoir exploré la planète sur laquelle nous vivons, eh bien, il est bien naturel que nous allions encore et toujours plus loin, parce que l'être humain est ainsi fait. Je crois que nous sommes tous porteurs d'un gène nomade, quelque part, qui est plus ou moins fort. Aussi parce qu'il est de plus en plus aisé d'aller loin, de moins en moins onéreux. Et aussi, enfin, parce que les transports sont plus rapides et que l'on peut rester connecté partout où l'on se trouve sur la planète. Alors, dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les Français, comme les autres, soient inscrits dans cette mobilité mondiale qui est facilitée et ouverte aujourd'hui à tous. Alors oui, les Français sont de plus en plus nombreux à bouger, ils vont de plus en plus loin. Ils prennent goût à l'expérience de la vie hors de France dans le cadre de leurs études, d'échanges, de séjours d'hiver à l'étranger, qui font tomber d'ailleurs très souvent le premier obstacle, et obstacle essentiel qui est celui de la langue, qui ne sera plus une barrière à leur envie de partir plus tard. Ils prendront confiance en eux quand ils découvriront combien leur éducation, leur formation sont appréciées, et parfois tout simplement le fait d'être français qui est aussi un avantage dans un grand nombre de pays. Ils seront créatifs, innovants au contact d'autres modèles sociaux, culturels, éducatifs, et puis ils ressentiront très fort ces valeurs qui sont enfouies au fond de leur propre identité, qu'ils découvriront parfois pour la première fois parce que justement ils sont confrontés à l'autre. Je pense à ces valeurs auxquelles le ministre a fait référence tout à l'heure, qui ont fait que certains se sont retrouvés une bougie à la main le soir du 11 janvier dernier à moins 45 au Canada. Cette communauté représente un faisceau de trajectoires individuelles, riche de sa diversité, qui atteste de l'ouverture de notre pays et de sa capacité à épouser la nouvelle dynamique du monde, comme l'a démontré le sondage et les témoignages que je peux recueillir moi-même à l'étranger. Ils ne quittent pas la France pour des raisons fiscales, comme cela est trop souvent suggéré, mais pour découvrir une nouvelle culture, pour des raisons sentimentales, et cela a été rappelé, et bien sûr, majoritairement pour des raisons professionnelles. Alors, il est de bon ton de porter un regard fataliste et négatif sur la mobilité, et parfois de stigmatiser, en tout cas c'est le sentiment qui ressort quand on parle à ces Français de l'étranger, stigmatiser ceux qui partent. C'est, je crois, passer à côté de la réalité vécue et des enjeux de ce mouvement permanent. Alors depuis plus de 30 ans maintenant, la France souffre d'un chômage endémique. Les jeunes sont tentés d'aller vers des pays où la croissance est plus forte, tout en sachant que tout est affaire de cycle aujourd'hui et qu'ils iront ensuite vers d'autres destinations plus prometteuses. L'avenir de notre jeunesse n'est pas seulement à Singapour, Sydney ou Tokyo. Je crois que la mobilité est l'expression de la nouvelle appropriation du monde dans un marché du travail très concurrentiel au niveau mondial. Cependant, dans ce mouvement, les Français, comme le sondage l'a montré, restent attachés à leurs racines, à leur langue, à leur culture. Ils expriment leur citoyenneté par le droit de vote et ils sont attachés à leur administration qu'ils critiquent naturellement, mais dans laquelle ils ont entièrement confiance, notamment pour assurer leur sécurité. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent rentrer s'ils le souhaitent, car le retour comme l'arrivée d'ailleurs
pour les binationaux qui sont nés à l'étranger fait généralement partie de leur plan de vie. Alors je conclurai en rappelant que notre communauté résidant à l'étranger est de taille très modeste par rapport à d'autres pays. Et au lieu de traiter ce mouvement d'hémorragie ou de fuite, alors que d'autres préfèrent parler d'exil, dans une sorte de surenchère sémantique, je choisis d'y voir une chance, car ces Français sont une force pour notre pays. Ils permettent à la France d'être présente partout. Ils renforcent les liens avec leur pays de résidence et le nôtre. À nous, collectivement, de savoir valoriser leurs compétences et leurs acquis, faciliter, le cas échéant, le retour et tout simplement reconnaître que nous avons besoin de tous pour faire avancer la France. Merci Madame la Sénatrice. Si vous voulez, vous pouvez rester un petit peu avec nous. Vous reviendrez peut-être à la fin. Je vais donc appeler nos invités pour cette table ronde des Français des départs et des retours. Je voudrais accueillir Anne Trousseau, s'il vous plaît, présidente de la Fédération internationale des accueils français et francophones à l'étranger. Bonjour madame. Félix Macart va nous rejoindre tout à l'heure, c'est l'auteur de Barrez-vous. Ça peut paraître un peu dur comme terme, mais vous verrez, il a son expérience, il nous rejoindra un petit peu plus tard. Thierry Marx, chef étoilé du Mandarin Oriental. Merci de venir vous asseoir près d'ici, à côté de moi, comme ça on va essayer de rester ensemble. Thierry Petit, le directeur général de showroomprivé.com, et Georges-Francis Saint-Gris, vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger, groupe indépendant pour la démocratie et l'environnement. Venez vous asseoir juste à côté de moi. Merci beaucoup. Nous allons donc commencer cette table ronde. Félix Macart, me dit-on, va arriver. Peut-être commencer par une question très simple, parce qu'on a des acteurs, des chefs d'entreprise notamment, qui sont avec nous. Peut-être avec vous, Thierry Petit, directeur général de showroomprivé.com. Vous êtes parti de nombreuses reprises, vous avez fait des allers-retours, vous avez monté une grande entreprise française aujourd'hui. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui a été le plus dur, partir ou revenir ? Très bonne question. À chaque fois que je pars, je suis content. À chaque fois que je reviens, je suis content aussi. Donc du coup, je pense pas qu'il y ait je prends beaucoup de plaisir à partir. J'ai fait un tour du monde de 2 ans avant de créer mon entreprise. J'avais vécu auparavant aussi un petit peu au Brésil. Et quand je suis revenu en France aussi créer mon entreprise, j'ai pris beaucoup de plaisir de retrouver ce pays. Tout simplement de façon assez basique, mes amis, ma famille et puis mes valeurs. Donc je suis content dans les deux sens et je suis pas fermé, cantonné à rester en France toute ma vie ou à partir de France toute ma vie. Donc, et je pense que les jeunes générations, et encore, je me considère pas comme jeune génération, sont de plus en plus ouvertes et les frontières finalement sont quelque chose qui existe de moins en moins plus on descend dans l'âge, quoi. Et sur un plan pratique, et après on fera un petit tour de table bien évidemment, quand vous êtes parti, j'imagine qu'il y avait quelque chose qui était de l'envie de découvrir le terrain, etc. Mais quand on revient au niveau pratique, vous avez eu des difficultés ou pas ? Alors très sincèrement. Pour revenir, oui, surtout que moi j'étais parti 2 ans en voyage, donc du coup j'étais revenu un peu perdu. Mais j'avais beaucoup d'énergie, puisque le voyage m'avait apporté beaucoup d'énergie, donc du coup l'énergie était suffisamment forte pour affronter les quelques difficultés toutes relatives quand même du retour. On va passer la parole à Thierry Marx pour avoir aussi son avis. Quand on revient pourquoi, Thierry Marx ? Non, c'est à peu près la même chose que quand on part. On part pour un projet et on revient pour un projet. Donc moi je suis parti parce que la France n'avait pas de projet pour moi dans les années où je suis parti. Donc j'ai pris les petites annonces et j'ai regardé comment aller loin. Donc je suis parti en Australie parce qu'il y avait un projet là-bas pour moi dans mon métier. Et puis quand je suis revenu, je considérais que la France pouvait m'apporter beaucoup plus que ce qu'elle m'avait donné au départ avant que je parte. Donc je suis revenu en France pour un projet d'épanouissement professionnel. Et ensuite je suis reparti pour un autre projet, etc., etc. Mais j'ai jamais vécu ça comme une contrainte, ni de partir, ni de revenir. Vous n'avez pas eu de difficultés particulières ? Si. Alors moi, je peux vous raconter mes difficultés particulières, alors que je parlais pas anglais. Ces messieurs, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, monsieur le ministre était là tout à l'heure et il a dû partir. Nous sommes ici donc dans la salle Clémenceau au Sénat. C'est là où se fait la plupart des lois et l'avenir donc de notre pays. Parce qu'on est là aussi pour parler de la France et de l'avenir de notre pays. Notre débat du jour, vous le savez, ce sont les Français de l'étranger, des départs
et des retours. On a bien compris que les retours étaient souvent difficiles, mais il y a des départs aussi qui ne sont pas simples. Et quand on revient, c'est aussi une chance pour notre pays. Ce chemin n'est pas simple. On va essayer de l'expliquer avec nos nombreux invités qui vont nous rejoindre dans un instant. Mais on va passer la parole à l'initiatrice de ce colloque, de ce grand rendez-vous, Madame Conway-Mouret. C'est à vous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, je pense que 2015, c'est un propos introductif pour cette deuxième table ronde, restera dans l'histoire de la conquête de l'espace l'année où l'on a découvert de l'eau sur Mars. Et je crois qu'après avoir exploré la planète sur laquelle nous vivons, eh bien, il est bien naturel que nous allions encore et toujours plus loin, parce que l'être humain est ainsi fait. Je crois que nous sommes tous porteurs d'un gène nomade, quelque part, qui est plus ou moins fort. Aussi parce qu'il est de plus en plus aisé d'aller loin, de moins en moins onéreux. Et aussi, enfin, parce que les transports sont plus rapides et que l'on peut rester connecté partout où l'on se trouve sur la planète. Alors, dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les Français, comme les autres, soient inscrits dans cette mobilité mondiale qui est facilitée et ouverte aujourd'hui à tous. Alors oui, les Français sont de plus en plus nombreux à bouger, ils vont de plus en plus loin. Ils prennent goût à l'expérience de la vie hors de France dans le cadre de leurs études, d'échanges, de séjours d'hiver à l'étranger, qui font tomber d'ailleurs très souvent le premier obstacle, et obstacle essentiel qui est celui de la langue, qui ne sera plus une barrière à leur envie de partir plus tard. Ils prendront confiance en eux quand ils découvriront combien leur éducation, leur formation sont appréciées, et parfois tout simplement le fait d'être français qui est aussi un avantage dans un grand nombre de pays. Ils seront créatifs, innovants au contact d'autres modèles sociaux, culturels, éducatifs. Et puis ils ressentiront très fort ces valeurs qui sont enfouies au fond de leur propre identité, qu'ils découvriront parfois pour la première fois parce que justement ils sont confrontés à l'autre. Je pense à ces valeurs auxquelles le ministre a fait référence tout à l'heure, qui ont fait que certains se sont retrouvés une bougie à la main le soir du 11 janvier dernier à moins 45 au Canada. Cette communauté représente un faisceau de trajectoires individuelles, riche de sa diversité, qui atteste de l'ouverture de notre pays et de sa capacité à épouser la nouvelle dynamique du monde, comme l'a démontré le sondage et les témoignages que je peux recueillir moi-même à l'étranger. Ils ne quittent pas la France pour des raisons fiscales, comme cela est trop souvent suggéré, mais pour découvrir une nouvelle culture, pour des raisons sentimentales, et cela a été rappelé, et bien sûr, majoritairement pour des raisons professionnelles. Alors, il est de bon ton de porter un regard fataliste et négatif sur la mobilité, et parfois de stigmatiser, en tout cas c'est le sentiment qui ressort quand on parle à ces Français de l'étranger, stigmatiser ceux qui partent. C'est, je crois, passer à côté de la réalité vécue et des enjeux de ce mouvement permanent. Alors depuis plus de 30 ans maintenant, la France souffre d'un chômage endémique. Les jeunes sont tentés d'aller vers des pays où la croissance est plus forte, tout en sachant que tout est affaire de cycle aujourd'hui et qu'ils iront ensuite vers d'autres destinations plus prometteuses. L'avenir de notre jeunesse n'est pas seulement à Singapour, Sydney ou Tokyo. Je crois que la mobilité est l'expression de la nouvelle appropriation du monde dans un marché du travail très concurrentiel au niveau mondial. Cependant, dans ce mouvement, les Français, comme le sondage l'a montré, restent attachés à leurs racines, à leur langue, à leur culture. Ils expriment leur citoyenneté par le droit de vote et ils sont attachés à leur administration qu'ils critiquent naturellement, mais dans laquelle ils ont entièrement confiance, notamment pour assurer leur sécurité. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent rentrer s'ils le souhaitent, car le retour comme l'arrivée d'ailleurs, pour les binationaux qui sont nés à l'étranger, fait généralement partie de leur plan de vie. Alors je conclurai en rappelant que notre communauté résidant à l'étranger est de taille très modeste par rapport à d'autres pays. Et au lieu de traiter ce mouvement d'hémorragie ou de fuite, alors que d'autres préfèrent parler d'exil, dans une sorte de surenchère sémantique,
Je choisis d'y voir une chance, car ces Français sont une force pour notre pays. Ils permettent à la France d'être présente partout. Ils renforcent les liens avec leur pays de résidence et le nôtre. À nous, collectivement, de savoir valoriser leurs compétences et leurs acquis, faciliter, le cas échéant, le retour et tout simplement reconnaître que nous avons besoin de tous pour faire avancer la France. Merci Madame la Sénatrice. Si vous voulez, vous pouvez rester un petit peu avec nous. Vous reviendrez peut-être à la fin. Je vais donc appeler nos invités pour cette table ronde des Français des départs et des retours. Je voudrais accueillir Anne Trousseau, s'il vous plaît, présidente de la Fédération internationale des accueils français et francophones à l'étranger. Bonjour madame. Félix Macart va nous rejoindre tout à l'heure, c'est l'auteur de Barrez-vous. Ça peut paraître un peu dur comme terme, mais vous verrez, il a son expérience, il nous rejoindra un petit peu plus tard. Thierry Marx, chef étoilé du Mandarin Oriental. Merci de venir vous asseoir près d'ici, à côté de moi, comme ça on va essayer de rester ensemble. Thierry Petit, le directeur général de showroomprivé.com, et Georges-Francis Saint-Gris, vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger, groupe indépendant pour démocratie et l'environnement. Venez vous asseoir juste à côté de moi. Merci beaucoup. Nous allons donc commencer cette table ronde. Félix Macart, me dit-on, va arriver. Peut-être commencer par une question très simple, parce qu'on a des acteurs, des chefs d'entreprise notamment, qui sont avec nous. Peut-être avec vous, Thierry Petit, directeur général de showroomprivé.com. Vous êtes parti de nombreuses reprises, vous avez fait des allers-retours, vous avez monté une grande entreprise française aujourd'hui. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui a été le plus dur, partir ou revenir ? Très bonne question. À chaque fois que je pars, je suis content. À chaque fois que je reviens, je suis content aussi. Donc du coup, je pense pas qu'il y ait je prends beaucoup de plaisir à partir. J'ai fait un tour du monde de 2 ans avant de créer mon entreprise. J'avais vécu auparavant aussi un petit peu au Brésil. Et quand je suis revenu en France aussi créer mon entreprise, j'ai pris beaucoup de plaisir de retrouver ce pays, tout simplement de façon assez basique, mes amis, ma famille et puis mes valeurs. Donc je suis content dans les deux sens et je suis pas fermé, cantonné à rester en France toute ma vie ou à partir de France toute ma vie. Donc et je pense que les jeunes générations, et encore je me considère pas comme jeune génération, sont de plus en plus ouvertes et les frontières finalement sont quelque chose qui existe de moins en moins plus on descend dans l'âge, quoi. Et sur un plan pratique, et après on fera un petit tour de table bien évidemment, quand vous êtes parti, j'imagine qu'il y avait quelque chose qui était de l'envie de découvrir le terrain, etc. Mais quand on revient au niveau pratique, vous avez eu des difficultés ou pas ? Alors très sincèrement. Pour revenir, oui, surtout que moi j'étais parti 2 ans en voyage, donc du coup j'étais revenu un peu perdu. Mais j'avais beaucoup d'énergie, parce que le voyage m'avait apporté beaucoup d'énergie, donc du coup l'énergie était suffisamment forte pour affronter les quelques difficultés toutes relatives quand même du retour. On va passer la parole à Thierry Marx pour avoir aussi son avis. Quand on revient pourquoi, Thierry Marx ? Non, c'est à peu près la même chose que quand on part. On part pour un projet et on revient pour un projet. Donc moi je suis parti parce que la France n'avait pas de projet pour moi dans les années où je suis parti. Donc j'ai pris les petites annonces et j'ai regardé comment aller loin. Donc je suis parti en Australie parce qu'il y avait un projet là-bas pour moi dans mon métier. Et puis quand je suis revenu, je considérais que la France pouvait m'apporter beaucoup plus que ce qu'elle m'avait donné au départ avant que je parte. Donc je suis revenu en France pour un projet d'épanouissement professionnel et ensuite je suis reparti pour un autre projet, etc., etc. Mais j'ai jamais vécu ça comme une contrainte, ni de partir, ni de revenir. Vous n'avez pas eu de difficultés particulières ? Si. Alors moi, je peux vous raconter mes difficultés particulières. D'abord que je parlais pas anglais. Ça peut paraître embêtant, compliqué. Il n'y avait pas Google Translate, donc voilà, c'était compliqué. Et ça, c'était le plus dur. Et puis il y a l'approche professionnelle. J'avais un emploi, donc j'ai appris qu'il fallait en avoir 2. Donc quand je vivais en Australie, parce que un seul emploi ne me suffisait pas, donc je vivais dans une Salvation Army. Et donc il m'a fallu que je prenne 2 emplois, donc ça m'a ouvert un peu à tout ça. Et puis après, c'était l'épanouissement sur place et l'ouverture aux autres. Mais non, c'était compliqué. Donc c'est compliqué quand vous partez avec mon niveau. Moi, j'étais un très mauvais élève, donc j'avais pas tout le parcours pour bien partir à l'étranger. Et effectivement, vous avez des crises de doute, des crises d'angoisse, des crises de larmes. Vous vous dites, je vais partir, je me barre demain. Puis vous tenez 6 mois et une fois que les 6 mois sont passés, c'est parti quoi. Et vous revenez
vous qui avez été un mauvais élève, en l'occurrence j'étais un mauvais élève, je revenais avec un peu un bout d'anglais, un peu d'assurance professionnelle et un peu de... j'avais vraiment envie de faire bouger les choses en France. Donc finalement, ça donne aussi de l'énergie. Et ça donne beaucoup d'énergie, le retour donne beaucoup d'énergie. On va voir aussi d'un autre point de vue pratique, et je salue M. Macart qui nous a rejoint. Je voudrais savoir un petit peu, avec Anne Trousseau, présidente de la Fédération internationale des accueils des Français et francophones à l'étranger, c'est-à-dire que vous accueillez à bras ouverts ces Français qui décident de partir ou qui décident de revenir. Vous leur expliquez concrètement comment ça va se passer, que ce soit pour Thierry Marx ici présent, pour Thierry Petit. Vous leur expliquez ce qui va se passer. C'est difficile. Quels sont les premiers mots que vous leur dites à ces Français? Qui vont réussir. Je pense qu'il faut partir avec des projets positifs, effectivement. Et comme vous l'avez dit, la Fédération internationale des accueils français et francophones à l'étranger est là, présente dans 93 pays. Nous avons 224 implantations dans le monde et nous accueillons effectivement environ 100 000 adhérents finalement tout autour du monde. Notre principe, c'est vraiment d'accueillir ces Français de l'étranger, de leur faciliter leur intégration dès leur arrivée et de leur permettre tout de suite d'être dans un projet positif de réussite de leur expatriation. Alors ça peut passer par des choses très concrètes, par exemple des guides pratiques qui vont être des bibles finalement en arrivant. Ça peut être aussi rencontrer tout de suite une personne de son quartier qui va tout de suite vous donner la possibilité de voir votre quartier et de l'appréhender bien, parce que quelquefois on a une difficulté, vous l'avez dit, de la langue, qui est un véritable handicap au démarrage. Quand il faut décoder en chinois des boîtes de conserve, c'est pas facile. Donc quelqu'un qui vous accompagne, c'est toujours très très utile, effectivement. Ça, c'est pour les aspects concrets. On reviendra après sur toutes les questions de paperasserie, si on peut employer ce terme. C'est pas simple. On va y revenir dans un instant, faire un petit tour de table. Félix Macart, auteur d'un livre qui a un peu défrayé la chronique, on va le dire quand même. Barrez-vous, c'est dur comme titre. Oui, enfin en même temps, on attire. C'est dur d'amener l'attention sur un propos en disant les voyages forment la jeunesse. Je pense pas qu'on eût été aussi entendu si on avait eu ce propos-là. En effet, on voulait un petit peu secouer tout le monde. Alors, ça s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, et bien évidemment. Mais là, on parle d'aller et de retour. Oui. Dans ce livre, qu'est-ce que vous dites sur l'aller? Ça, on comprend très bien, barrez-vous. Mais sur le retour, revenez vite. Alors, revenez en effet. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que la France démontre depuis un certain temps une crispation, une incapacité relative à faire sien une certaine notion le changement. Or, c'est la clé, en effet, à mon avis, de pouvoir... le changement en France, l'incapacité relative de la France à faire sienne un certain nombre de réformes, j'ai cessé de croire que le changement viendrait de l'intérieur. Donc je suis convaincu que les jeunes qui partent aujourd'hui, et les moins jeunes qui partent aujourd'hui, font partie de la solution pour changer ce pays. Et donc, je pense en effet que l'avenir de la France est dans les mains de ces Français qui partent un certain temps à l'étranger, apprennent toute une ribambelle de best practice, qui apprennent que le monde n'est pas hexagonal, qui apprennent que y a une Weltanschauung différente quasiment par pays, sinon par région du monde, et que donc il y a beaucoup à apprendre et beaucoup de leçons, beaucoup d'expériences à retirer de l'ailleurs, comme vient de le dire Thierry Marx, pour ensuite revenir s'épanouir pleinement en France. Les Français ont une sorte de relation schizophrène à la mondialisation et au monde en général, puisque ils sont à la fois, ils la décrient volontiers lorsqu'on regarde le débat public intranational, et en même temps les Français sont parmi les plus pragmatiques au monde quand il s'agit justement de s'épanouir et de grandir à l'étranger. C'est vraiment un talent. On retrouve des Français
dans le monde entier, dans les meilleures entreprises. C'est systématiquement, il y a quasiment dans toutes les grandes boîtes de la Silicon Valley, il y a des Français qui sont à la tête des projets les plus innovants, la France reste un pays avec parmi les ingénieurs les plus intéressants. Thierry Petit pourra évidemment nous en parler largement. Je vais me taire. Non, on va faire un petit tour de table. Je voudrais avoir le sentiment de Georges-Francis Saint-Gris sur ce qui vient d'être dit, parce que quand M. Macquart dit que finalement on va puiser nos richesses à l'extérieur, mais c'est là où il faut aller puiser, vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, je pense que le fait de s'ouvrir au monde est toujours enrichissant. Maintenant, je pense que une des premières motivations, je n'ai pas assisté au résumé de l'enquête tout à l'heure, mais je pense qu'une des premières motivations, c'est l'aspect économique. On ne trouve pas de travail ici et donc on s'expatrie. Et c'est vrai qu'en s'expatriant, on va laisser derrière soi un certain nombre d'habitudes, de pratiques, de visions que nous avons de la vie et du monde, et qu'en se frottant aux autres, eh bien, on va fortement évoluer. Je l'ai vécu moi-même, où j'étais abreuvé, entre guillemets, d'informations au journal télévisé, et quand je suis arrivé à l'étranger, eh bien, j'ai eu la même information, mais vue sous un autre angle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pardon pour les journalistes qui seraient présents dans cette salle, il y avait quand même pas mal de bourrage de crâne. Pas du tout. Il n'y a pas que ça, parce qu'on va voir évidemment qu'il y a d'autres raisons qui font que l'on parte. Mais peut-être que, M. Petit, sur la question économique, aujourd'hui vous allez prendre le micro, vous avez créé ce grand groupe showroomprivé.com. La question économique, c'était l'une des envies du départ, mais surtout aussi, quand vous êtes revenu, ça a été aussi ce déclic, la question en ce qui me concerne, non, c'était le départ, c'était vraiment vivre une aventure. Ça aurait pu être en France, c'était un voyage, donc je pense que c'était et découvrir le plus possible le monde. J'étais assez jeune, j'avais eu la chance de créer d'autres entreprises auparavant, donc j'avais un peu d'argent devant moi et j'ai voulu profiter de la vie et découvrir le monde. Donc le retour, c'était simplement que effectivement, mon métier consiste à croiser la mode et l'innovation. Et en France, on est plutôt bien pourvu et sur la mode et sur l'innovation, et plus globalement d'ailleurs autour de la France, puisqu'on parle beaucoup de France. Je trouve ça terrible parce qu'on n'a quasiment pas parlé d'Europe depuis ce matin, et je trouve qu'on est quand même européen, enfin aussi presque autant qu'étant français. Et l'Europe reste un marché très dynamique, en tout cas pour mon métier. Si vous regardez notamment l'Italie, l'Espagne et la France, vous concentrez 90% des marques de mode les plus désirables dans le monde. Donc pour moi, créer ma boîte qui vend de la mode sur Internet à prix pas cher, avec beaucoup d'innovation, il y avait comme une forme d'évidence de le faire là. C'était une évidence. C'était une forme d'évidence en tout cas. Et moi, je voulais juste rebondir effectivement sur un propos. Diane Trousseau tout à l'heure. Oui, effectivement sur les ingénieurs, puisque moi je suis ingénieur de formation, ingénieur télécom, et ma promo en 96, on était simplement 10% à partir à l'étranger. Quand actuellement, les dernières promos étaient de 60% des ingénieurs télécoms qui partent à l'étranger juste après leur diplôme. Les télécoms étant, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt un métier d'avenir. C'est quand même assez affolant de se dire que tous les jeunes maintenant veulent partir ou se barrer, comme dirait monsieur. Et après, effectivement, monsieur a complètement raison, il faut bien savoir, et ça c'est d'ailleurs hallucinant, que dans toutes les boîtes clés de la Silicon Valley, effectivement, je confirme, il y a des Français à la tête, des divisions de recherche, partout assez clés. Donc on a, en France en tout cas, sur l'innovation, et je vais finir sur ce point-là, et sur la mode, et c'est ce pourquoi moi je croyais beaucoup à créer ma boîte ici, des talents qui sont, on verra certainement après comme la gastronomie, mais éprouvés et reconnus partout dans le monde. Oui, justement, vous tirez Marx sur la gastronomie parce qu'il nous tend la perche finalement. Il y a des valeurs en France. Et la gastronomie, elle en fait partie. Mais vous avez décidé de vous expatrier, de revenir. Et aujourd'hui, en France, comment vous jugez 2015, cet aspect aujourd'hui? Alors, je vais répondre à la première partie. C'est vrai que quand je suis parti, en fait, je suis parti parce que la France n'avait pas de projet pour moi. Pas de travail, j'étais jamais le bon CV, j'étais pas le bon quartier. C'était très compliqué. J'arrive en Australie et le fait d'être français, je deviens une marque intéressante. On considère que je suis doué en cuisine, on considère... Donc ça veut dire que la France, c'est une marque. La France a une image à l'extérieur que ne perçoit pas souvent le français quand il est à l'intérieur de l'Hexagone. C'est assez choquant même quand on revient comme ça. Et puis je suis assez d'accord sur ce qui a été dit. C'est souvent quand vous avez eu l'expérience de l'expatriation, quand vous allez revenir en France, vous allez faire
vous allez sentir la possibilité de faire bouger les choses, de faire bouger les ombres, comme on dit. Et ça m'intéressait parce que je me suis dit, mais moi j'arrive en Australie, on me disait, mais 2 jours de congé, bah non, parce que pendant ces 2 jours-là, t'es pas payé. mais je dis, mais oui, alors il a fallu que je switch mon programme français pour passer sur le. C'était dur. Non, non, parce qu'il n'y avait pas moyen de reculer, c'était comme ça. Et quand je suis rentré en France, effectivement, j'ai regardé la proposition française autrement et j'ai essayé de faire bouger un certain nombre de choses sur la formation professionnelle et dans le métier de la gastronomie et de leur dire que la France a des atouts, quoi. C'est ça qui me. Sur la formation professionnelle, par exemple, si on peut. La formation professionnelle, par exemple, quand je suis arrivé à Sydney, moi j'avais une formation chez les Compagnons des Devoirs en pâtisserie et en boulangerie. Puis immédiatement, on m'a demandé de former des personnes rapidement. Pas sur 2 ans. On m'a dit, écoute, si tu pouvais nous les former en 2 mois, ce serait bien. Et je me suis aperçu qu'on pouvait bâtir un programme de formation extrêmement court et extrêmement efficace pour répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise. Or, quand je suis rentré en France, on m'a dit, mais ce ne sera pas possible. Et puis finalement, il a fallu que j'attende 2010 pour dire et montrer que c'était possible et qu'on y réussit aujourd'hui. Donc ça veut dire, Anne Trousseau, que la valeur française, elle est recherchée à l'étranger. Oui, elle est Vous avez recherchée peut-être à un autre l'étranger micro. et je remercie Madame la sénatrice de ne pas avoir mis un point d'interrogation à est-ce qu'on est un atout ? Parce qu'en fait, c'est une évidence, finalement, qu'on est un atout en tant que Français à l'étranger. Et pour avoir interrogé beaucoup nos membres, effectivement, en préparation de ce colloque, c'est unanime. J'ai pas de réponse négative dans ce sens-là. C'est vraiment oui, je me sens un atout pour la France quand je suis à l'étranger et que j'y réside. Sur plusieurs points, je dirais la francophonie qui revient massivement comme étant l'élément culturel finalement qu'apportent les Français. Je crois qu'ils ont une valeur d'histoire, de culture qui est très importante et qu'ils veulent faire connaître et qui est vraiment partagée par les pays dans lesquels ils se trouvent, d'une part. Alors bien sûr la gastronomie, je vous parle pas des Bastille Day qui se font à New York par exemple, où toute une rue est finalement bloquée, privatisée par toutes les associations françaises qui ont transformé cette rue en une rue de pétanque, de Paris-Plage, bien sûr de dégustation des produits du terroir et qui font un vrai succès et on se sent toujours encore plus français, je dirais un 14 juillet par exemple, où là le rassemblement de la communauté française, que ce soit dans les consulats et les ambassades, est énorme et voilà, où on véhicule vraiment cette passion et ce savoir-faire, cette compétence. Là, peut-être c'est une question que je peux vous poser à tous les 5. Est-ce qu'on se sent encore plus français quand on est à l'étranger et qu'on décide éventuellement de revenir et de se battre peut-être pour nos couleurs, peut-être Félix Macart et après franchement, M. je crois que ça ressort. Hein. C'est vraiment Absolument. un sentiment qui Moi, ressort. j'ai jamais écouté. J'ai grandi à Paris, je suis né ici. Je n'ai jamais écouté Jacques Brel avant de faire mes études aux États-Unis, parce qu'en fait, tout d'un coup, ça me manque. En fait, moi, je me suis aperçu de ma francitude, de ma francité. Pardon, navré, l'américain demeure quand on gratte, mais je me suis aperçu que j'étais à bien des égards français en étant à l'étranger. Je me suis rendu compte, c'est pas juste une question d'ailleurs de langue, de culture. Pour moi, être français, c'est pas habiter en France. Être français, c'est avoir un goût pour la gastronomie française, pour les paysages français, pour les vins français, Ça veut dire qu'on défend encore plus nos couleurs quand on est à l'étranger. À mon avis, ça va de soi. Les 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger sont des ambassadeurs tous en puissance de la France. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis, j'ai été assez frappé de beaucoup de réactions hostiles auquel on a été confronté avec le mouvement Barrez-vous, parce que quand même on a passé énormément de temps à faire de la pédagogie, à dire non, c'était Barrez-vous pour mieux revenir et pour s'expliquer, mais on n'arrêtait pas de nous dire non, vous êtes anti-français. Pas du tout, en aucun cas. Moi je pense simplement qu'il faut que la manière dont... Vous savez ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, on m'a expliqué que à l'époque que les jeunes Français qui restaient en France, c'était les résistants. Enfin, vous imaginez ce que ça sous-entend ? Enfin, c'est grotesque. Donc, moi, j'aimerais... Et d'ailleurs, quand j'ai croisé à l'époque beaucoup de gens, parce que je voyageais encore énormément à travers le monde à l'époque, lorsque je croisais des Français dans des aéroports, etc., ils me disaient toujours, nous, on est sur la même longueur d'onde, complètement sur la même longueur d'onde. Alors que je rentrais en France et je me faisais jeter des tomates. Donc, et moi, j'ajouterais une chose. Aujourd'hui, vous parliez de formation.
Vous êtes aujourd'hui un CAP coiffure dans la banlieue de Grenoble. Si vous restez dans la banlieue de Grenoble aujourd'hui, il y a de grandes chances, moi je peux à peu près, malheureusement, d'ailleurs je dirais pour le pire et pour le meilleur, parce qu'à bien des égards ça garantit une qualité de vie qu'on ne trouve qu'en France, et d'ailleurs dont on s'aperçoit de la valeur en voyageant. On se rend compte je veux dire, c'est la qualité de vie qu'on a en France par rapport à celle qu'on a quand on habite à Londres ou à New York. Il n'y a juste pas photo. Maintenant, lorsque vous êtes donc un CAP coiffure et que vous restez dans la banlieue de Grenoble, voilà, votre chemin, il est à peu près tracé. Si vous prenez votre CAP coiffure, que vous obtenez un job pendant 1 an ou 2 dans une des villes un peu une des premières villes de France, parmi les 10 premières, ou à La Baule ou à Saint-Trope, ou dans un endroit où il y a un peu de cachet et d'international, et que vous faites 1 an ou 2 là-bas, et qu'ensuite vous allez ouvrir un salon de coiffure à Guangzhou, moi je peux vous garantir que votre vie va avoir une toute autre couleur. Donc, quelque part, ça me paraît quand même incroyable de ne pas souligner aux jeunes aujourd'hui qu'il y a toute cette possibilité-là. Ça paraît simple quand vous le dites, mais est-ce que tout le monde peut partir ? Écoutez, en tout cas, moi je me permettrai de répondre une dernière fois et puis je la ferme à nouveau. Mais avant, c'était réservé aux gosses de riches de partir. C'était un truc de privilégié. Ça n'est plus le cas. Quand mes parents sont venus s'installer à Paris, eux, qui sont tous les deux étrangers, ils s'installent à Paris en 72. C'est un choix qui détermine toute leur vie. Et ils y sont encore. Or, aujourd'hui, de plus en plus de gens, moi j'ai rencontré des jeunes de la banlieue parisienne qui conduisent des bus à Londres, les bus rouges. Ils n'avaient pas de job à la RATP, ils sont allés les conduire à Londres. Ils ont des jobs de coiffeurs, ils ont des jobs de serveurs, de cuistots, de chauffeurs. Il y a plein de jobs qui ne sont pas du tout des jobs d'élite, qui aujourd'hui, il est plus valorisant de porter à l'étranger qu'en France, pour un Français. Et là, on va poser la question éventuellement si M. Saint-Gris voulait répondre. Si tout à l'heure Thierry Marx disait « je suis parti parce qu'on n'avait pas de projet à me proposer. Mon CV, il passait pas, etc. etc. » Donc il y a aussi quand même sa part d'un constat de malaise. On ne part pas forcément pour mieux revenir après. Oui, alors j'aimerais répondre sur la première partie de la question, qui était est-ce qu'on se sent plus français à l'étranger qu'en France ? Eh bien, je crois que oui, très nettement, et cela pour 2 raisons et 2 raisons parallèles. La première, vous-même, vous devenez beaucoup plus vous prenez véritablement conscience que vous êtes un étranger dans le pays d'accueil et que cet étranger, il est français. Et donc, vous avez les oreilles qui se tendent vers ce qui est l'actualité nationale, par exemple. Beaucoup plus que quand c'est dans le brouhaha quotidien quand vous vivez en France. Et la deuxième chose qui vous fait sentir français à l'étranger, c'est que les ressortissants du pays d'accueil, d'une manière ou d'une autre, vous le font observer. On dit « Ah, vous êtes français, puis alors, on commence à vous parler effectivement de cuisine, on commence à vous parler de mode, on commence à vous parler un peu de tout ça. Hein. Donc je pense qu'à l'étranger, on est certainement pas plus français qu'ici, mais on le sent davantage, on le ressent davantage et on le vit en tout cas de manière plus aiguë. Anne Trousseau, vous voulez intervenir ? Oui, je voudrais dire qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Par contre, je voudrais certainement qu'on corrige l'image des expatriés, qui peut être assez négative à certains moments. Loin des yeux, loin du cœur, on n'est pas toujours estimé, et quand on revient, on peut même être un petit peu dans le soupçon. Mais pourquoi vous êtes parti ? Finalement, vous avez été quand même privilégié. Bon, il y a ce sentiment qu'on n'est pas dans la norme quand on revient, parfois. C'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Et je pense que si cette réunion peut avoir un effet, évidemment, de correction de cette image, je crois qu'elle est la bienvenue, et puis pour d'autres également. Thierry Petit, vous êtes senti, vous, pointer du doigt quand vous êtes revenu ? Non, absolument pas, non. On est plutôt d'ailleurs pointé du doigt quand on part, pas trop quand on revient. Non, absolument pas. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est un phénomène que vous avez lancé, ça s'appelle Reviens Léon. Tout le monde se rappelle évidemment de Reviens Léon. C'est une publicité célèbre française. C'est un engrenage qui se met en place pour faire revenir
nos forces vives en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est partie cette initiative et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, Reviens Léon, à la base, c'est une initiative qui a été lancée par une dizaine d'entrepreneurs français, dont Frédéric Mazella, qui était vraiment l'initiateur du projet de Blablacar, et d'autres sociétés comme Sigfox, Showroom Privé, donc qui sont toutes des sociétés en très forte croissance dans l'univers de l'Internet ou de la tech et qui ont une ambition internationale. Et ça, c'est déjà un phénomène assez récent, puisque quelque part, pendant très longtemps, et c'est ce dont on parlait, je trouve que la France a une force qui est son gros problème, c'est qu'elle se suffit à elle-même. Et que du coup, dans nos métiers que sont la technologie, où on a besoin de taille critique et d'avoir besoin de volume pour, entre guillemets, combattre, ou avec nos petits amis américains, il faut qu'on aille chercher de la taille critique, et la France ne se suffit pas. Cependant, pendant très longtemps, il est facile de créer un business en France, et ça suffit aussi. Donc du coup, c'est toute la problématique. Et quand on voit des pays comme, par exemple, Israël ou les Pays-Bas, eux, ils n'ont pas le choix. Dès le départ, de toute façon, ils n'existent pas d'un point de vue international. Leur marché est trop petit, donc ils doivent, dès le départ, s'internationaliser. Ça veut dire bien maîtriser les langues, ça veut dire penser international, penser export, avoir ça dans les écoles, dans les formations, et ce qui fait qu'il y a plein de pépites mondiales qui viennent de ces pays-là. Nous, en France, on est entre les deux, et c'est bien un premier défaut. Et là, il y a toute une vague depuis 3-4 ans, enfin depuis 3 ans, on est descendu très bas. On va dire qu'on a touché le fond avec l'affaire, pour nous, dans notre domaine, en tout cas à Montebourg et Dailymotion, qui était une catastrophe, qui a donné l'image de ce pays rétrograde, qui a peur des Américains qui viennent sur ce pays, protectionniste, enfin du grand n'importe quoi. Et on a, depuis cette époque-là, par contre, il y a une forme de résilience chez nos gouvernants qui ont compris qu'effectivement, on avait plutôt une belle énergie et des talents en France, et qu'on avait tout intérêt à prôner pour l'exportation et la diffusion de nos savoirs et de nos économies, que ça allait être bon, a priori, pour nos économies. Donc, on s'en est suivi le mouvement des pigeons, pas mal de choses. Et Reviens Léon s'inscrit aussi un peu dans ce cadre-là, c'est de se dire, ben voilà, pour les Français qui sont partis à cette époque, et là, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame la sénatrice, quand vous dites que les Français ne partent pas pour un point de vue fiscal. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui partent dans nos économies. C'est pas la majorité, mais dans nos économies, il y a énormément de gens. Enfin, faut utiliser les vrais mots, qui partent pour des points de vue fiscalité. Quand vous dites à un jeune, et ça c'est quand je regardais justement les jeunes élèves de la jeunes ingénieurs télécom qui vont dans la Silicon Valley, ils arrivent déjà avec un salaire plus important, mais indépendamment de ça, ils ont accès très souvent à des stock options ou de l'actionnariat salarié, l'équivalent en France, un niveau de taxation très intéressant, ce qui peut leur permettre d'espérer à un moment donné d'être riche. Et c'est pas une honte à un moment donné d'être riche de son travail. Et je vous assure qu'il y a une tonne de Français qui sont partis pour ces raisons-là. Enfin, il faut pas se voiler la face non plus. Et nous, l'initiative de Reviens Léon, c'était de se dire, pour ceux qui sont partis notamment au moment de l'affaire Montebourg et de toutes ces choses-là, il y a eu une énorme vague de départ. On leur a dit, attendez maintenant, il s'est passé 3 ans, ça a un petit peu changé. Il y a des boîtes qui commencent à grandir, à être internationales, qui se développent de France, qui sont peut-être, certains d'entre nous seront des champions mondiaux. C'est un moment rare, et l'initiative Reviens Léon, c'était de dire, voilà, ça existe déjà, il y avait un axe de communication, donc on a effectivement sillonné le monde, San Francisco, New York, Londres, etc., pour être présent et dire à ces Français qui étaient partis, ou à des étrangers d'ailleurs pour venir en France, regardez, il y a des boîtes mondiales qui se construisent dans ce pays-là, dans ce trou-là du monde, et la France n'est plus ce pays auquel vous aviez idée de ce pays rétrograde, problématique de droit du travail, fiscalement pas intéressant. Il se passe de nouveau quelque chose. Ça, c'était la première mission. La deuxième mission, c'était effectivement offrir des postes à recruter. Donc, il y a plus de 250 emplois en cours en permanence. Et puis, la troisième mission de Reviens Léon, c'est d'accompagner, parce qu'il est dur de revenir en France pour ces jeunes couples de 30 ans qui reviennent, qui ont des enfants, il faut leur trouver une crèche, l'école, comment ça marche, etc. Donc, Reviens Léon partait de ce principe-là. Suite au grand n'importe quoi qui avait été fait par notre gouvernement dans les années, enfin, au tout départ de l'action, c'était une forme de résilience. Il y a une forme de résilience aussi, et on a entendu tout à l'heure, l'initiative vient pas tout le temps des gouvernants, qui était de dire, en tout cas, de la part d'entrepreneurs, il se passe de nouveau quelque chose. Revenez en tout cas, soyez au courant qu'il se passe quelque chose. Et si vous voulez revenir, on va vous aider. Et alors, ils vous disent quoi, ces jeunes couples de 30 ans, par exemple, que vous avez cités? Ils ont envie de revenir, vous les incitez, ils vous répondent quoi? Alors, nous, on les incite pas, parce qu'en fait, libre à chacun de vivre là où il a envie. Et puis c'est le principe du monde. On est citoyen du monde avant d'être français. Maintenant, on leur dit simplement, le regard a changé, l'économie, en tout cas, la nouvelle économie a changé en France. Il y a maintenant des boîtes françaises qui s'exportent internationales avec une visée mondiale.
Sachez-le, ça, c'est déjà un point important parce que les gens ne savent pas forcément. Et 2, en tout cas, si vous avez envie de revenir, il y a des postes pour vous. Et en plus de ça, si vous voulez être accompagné, on va le faire pour vous. Vous avez commencé un peu à chiffrer, juste pour. Alors là, l'initiative a 4 mois. Il y a effectivement, il y a plein d'entretiens en cours. Il y a eu l'été entre les deux. Mais il y a plein d'entretiens menés dans toutes ces boîtes. Il y a même des grosses startups qui ont rejoint le programme, parce que LVMH a adhéré au programme Revient Léon il y a une quinzaine de jours. Donc le mécanisme est en marche et on commence à avoir un petit peu de jeunes Français qui désirent revenir aujourd'hui sur votre impulsion. Exactement, des jeunes Français ou des non-Français d'ailleurs. En tout cas, des personnes brillantes qui viennent en France pour effectivement aider nos jeunes entreprises à conquérir le monde. Thierry Marx, vous sentez, vous, ce changement de mentalité 2015, je le rappelle quand même. Depuis le temps, vous étiez parti, mais là, avec ce que vient de dire Monsieur Petit. Je peux qu'adhérer aux propos, parce que, effectivement, moi, je suis parti d'abord, je suis modestement un artisan. Donc, quand je suis parti, le fait d'être français, comme je le disais tout à l'heure, a été une valeur ajoutée pour moi. Donc, je suis revenu en France, et pour répondre sur l'aspect fiscal, sur la complexité du vivre français quand on veut monter sa boîte, par exemple, moi je viens et je veux monter mon entreprise. Je veux monter mon entreprise, je n'ai pas gagné un sou. Je n'ai rien gagné. Et là, immédiatement, je reçois une lettre recommandée en me disant que je devais déjà 2000 € à l'URSSAF. Je dis, mais j'ai pas d'argent. Mais vous devez de l'argent, c'est pour provisionner. Mais il n'y a rien, j'ai rien à provisionner, j'ai encore pas de clients. Vous voyez, et à ce moment-là, quand vous êtes confronté, vous savez, c'est pas la France qui vous... La France vous manque, les hommes, les femmes qui font ce pays. L'administration, visiblement. Mais l'administration, c'est compliqué. Et les gars me disaient, mais vous nous devez de l'argent. Mais j'ai rien gagné. Et c'est cette complexité française qui, à un moment donné, vous dites, ça va, c'est pas fait pour moi. Et que le terrain de jeu, et je suis tout à fait d'accord, est planétaire aujourd'hui. Et que ces jeunes gens qui ne sont pas idiots se rendent compte que ce terrain de jeu, il est planétaire et qu'il est très facile de prendre un billet d'avion et de partir. Donc c'est ça, c'est à ça qu'on doit réfléchir quand on est acteur dans ce pays, quand on est acteur politique, c'est-à-dire de déverrouiller tout ça, déverrouiller la formation professionnelle, déverrouiller la fiscalité pour qu'on se dise c'est quand même un pays merveilleux. De toute façon, on a tous compris que le débat était plus franco-français, mais il était planétaire. Donc on a intérêt à protéger cette France. Mais mon Dieu, déverrouiller cette administration qui, pour un type comme moi, mais ça me paraît d'une complexité. Et quand je suis rentré en France, et je termine là-dessus, je dis je vais monter ma boîte. On fait le tour des copains qui peuvent vous prêter un peu d'argent. Et vous dites, mais t'es fou, tu veux investir en France dans une entreprise. Moi, j'ai acheté des appartements sur le bassin d'Arcachon, ça tombe tout seul. C'est ça qui me choquait quand je suis revenu en France. Je dis, mais les gars, vous n'avez pas envie de monter votre boîte, d'avoir des collaborateurs et tout ça. Parce que ce que découvrent un peu les Français aujourd'hui, c'est qu'un type qui veut devenir patron, c'est pas un type qui veut devenir un salaud. C'est un type qui a un projet et qui essaie de le partager avec plein de gens. C'est ça, et qui va accepter de prendre un peu peur pour vivre son projet. Et c'est ça qui, moi, me paraissait compliqué en France. Ça me paraît un petit peu moins compliqué, quoique on pourra en débattre. Anne Trousseau, juste sur ce qu'on vous entendez de la part des Français, là, les deux réactions que vous avez eues, Thierry Petit et Thierry Marx, c'est des choses que vous entendez aussi, j'imagine, très régulièrement quand vous ouvrez vos bureaux à n'importe qui dans le monde. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que le retour, c'est quand même, on en parlait, enfin, je crois que ça fait partie de notre thème de table ronde, c'est vraiment une étape qui est difficile, qui est souvent très, très, très mal préparée, parce qu'en tant que Français, on estime que revenir chez soi, eh bien, c'est revenir au pays, dans la maison, et où on n'a rien à démontrer ou à prouver, etc. On rentre pas dans les cases. Ça, c'est clair. Quand on revient, vous présentez des feuilles de paye, elles sont en pesos, en roupies, en yens. Ça parle à personne. Les conversions, on ne peut pas les faire. C'est pas prévu. Donc voilà, un retour est quelque chose d'assez difficile. Et à la FIAF, on a créé effectivement dernièrement un accueil justement sur Paris pour accueillir les expatriés qui rentrent, qui ont besoin de se retrouver entre eux, qui parlent un langage assez commun de leurs expériences qui sont multiples. Voilà, et l'administration, la fiscalité, tout ça, ça fait partie du top 10 des premières questions ? Ah, complètement, oui, complètement. Vous n'avez pas d'adresse en France, vous ne pouvez pas inscrire un enfant à l'école. Ce problème de l'adresse actuellement est vraiment un des thèmes. Je vois que vous opinez du chef, donc je vois que c'est quelque chose qui est vraiment très commun et à tout le monde, parce que on l'a tous connu, vraiment, à moins d'avoir gardé quelque chose en France qui a été
était mon cas par exemple. J'étais pas exportable en tant que professionnelle de santé libérale, effectivement, mais au retour, ayant gardé moi-même une adresse, j'avais pris cette précaution. Encore faut-il le pouvoir, mais ça m'a permis effectivement de reprendre pied dans le retour un peu plus facilement. Mais je comprends que pour d'autres, c'est une galère. Félix Macquart, quand vous entendez ce changement de mentalité, quand même, depuis que vous avez écrit ce livre? Oui, incontestablement, il y a un changement de mentalité. Mais enfin, pardon, on est plutôt à la traîne parmi nos voisins européens certainement. Et puis quand on regarde les pays de l'OCDE, la France, quand même, globalement, se traîne. Pour les jeunes aujourd'hui, pour l'accès au travail, on est sur. Je viens de réaliser, je lance un think tank qui s'appelle Youthenomics, et on vient de classer 64 pays selon 59 critères pour dire où il fait bon et moins bon être jeune en 2015. Sur des critères comme l'accès à l'emploi, la France se classe 53e. Vous voyez, enfin, je veux dire, derrière plusieurs pays africains, ça fait un peu peur. Ça fait un petit peu peur. Très clairement, il y a en effet, surtout, enfin, moi je vois un autre critère qui a un peu rapport avec cette histoire d'adresse. C'est tout simplement, moi je change de foyer. J'ai 40 ans. Je suis plutôt aisé. Mais j'ai pas de rente, j'ai pas de biens immobiliers dont je suis propriétaire. Et résultat des courses, je vais à l'âge de 40 ans demander à mon père de 70 une caution pour déménager. C'est quand même assez loufoque. Donc très clairement, on est en France. Il y a des archaïsmes qui subsistent et dont on a du mal à se départir. Archaïsme français, est-ce que vous êtes sûr? Parce que ça y a aussi d'autres pays où ça se passe comme ça, il n'y a pas que la France. Écoutez, non, très franchement, dans les pays, chez pas mal de nos voisins, quand ils ne sont pas au sud, les choses se passent autrement. Il y a, comment dire, justement, vous parliez du ça n'existe pas, ça ne rentre pas dans les cases. Ça existe et ça rentre dans les cases. Vous allez en Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, le cas est prévu de rentrer de l'étranger. Pas au Luxembourg? Alors pardon. Oui, alors moi pour avoir habité 2 ans au Royaume-Uni, je m'oppose en faux à ce que vous dites. Alors ce que je vous propose, c'est comme il y a beaucoup d'interactions quand même avec notre salle, c'est de passer au moment des questions. Si vous avez des commentaires ou des questions, monsieur, madame après, monsieur a levé la main. Je vous en prie, s'il y a un petit micro à donner au monsieur. Non. Je vais vous donner le mien et puis vous avez... Pardon. Avec plaisir, Jean-Jacques Vitrac, San Francisco. J'écoute les 2 tables rondes avec intérêt et il y a une dimension qui a échappé complètement à tout le monde, y compris d'ailleurs à l'Ipsos, c'est le fait que les pays étrangers ne sont pas identiques. Si vous allez dans un pays comme un État américain, par exemple, c'est pourtant les États-Unis comme Hawaï, ou si vous venez chez nous à San Francisco, ce n'est pas la même expatriation. Nous, à San Francisco, on a complètement phagocyté l'Amérique. Vous avez des groupes de haute technologie, vous avez des groupes de viticulteurs, vous avez des groupes de restaurateurs, et quand on veut faire quelque chose, on a 10 000, 15 000 personnes. Là, on va avoir un salon des antiquaires, il va y avoir 10 000 personnes. Bon. Donc, quand vous allez à Hawaï, les Français sont dispersés. Je crois que ce qu'il faut dire à des jeunes, et en particulier vous, monsieur, qui avez écrit « Barrez-vous », c'est de leur dire qu'il ne faut pas partir pour trouver un job, pour s'insérer difficilement. Il faut choisir des destinations où ils peuvent construire la France à l'étranger. Et à ce moment-là, ils y vont pour durer, ils y vont pour rester. Le retour ne se pose pas du tout dans les mêmes termes. Et vous avez une France vibrante à l'étranger. C'est tout à fait différent. Allô? Oui. C'était absolument d'accord. C'était d'ailleurs notre propos. L'ouvrage Barrez-vous s'intitulait, était sous-titré 99 bons plans pour aller voir ailleurs si t'y es. Les 99 bons plans en question consistaient entre autres à donner des clés géographiques et politiques, etc. sur où aller et justement réussir cette expérience. Est-ce qu'il y a une autre question? Madame, on va vous faire passer le micro tout de suite. Tenez, si vous voulez intervenir après. Non. Voilà, merci. Voilà. Bonjour. Moi, je reviens de 15 ans à l'étranger. Je vibre quand je vous entends.
ce qui m'a semblé en vous entendant tous, c'est cette idée de comme un ensemencement de talents qu'on acquiert en France et qui vont être fécondés par le fait d'aller à l'étranger et dont on espère qu'ils pourraient, en revenant en France à nouveau, féconder aussi notre pays et puis participer à une dynamique. Et ma question, c'est par rapport à vous qui êtes ici et puis vous aussi, surtout Madame la sénatrice, vous avez tous plein d'initiatives, Revient Léon, votre livre en est une aussi, la FIAF en est un merveilleux exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour catalyser cette dynamique de changement? Parce que moi, mon intuition, c'est vraiment qu'effectivement, dans notre vieux pays qui a tellement besoin de changement, les Français qui ont la chance d'avoir cette respiration avec l'étranger, on a quelque chose à apporter. Donc comment le faire tous ensemble? Thierry Marx. Je vais me permettre une boutade. Je ne suis pas sûr de bien répondre à votre question, vous m'en excuserez. Mais il y a 2 ans, j'assistais à un colloque sur la finance internationale et il y avait Eric Orsona. Et je vais reprendre ses propos, j'espère que je vais bien les interpréter. Il disait j'ai pas de conseils à donner, si ce n'est que je vais demander aux hommes politiques, hommes et femmes en France, de faire au moins 3 années d'Erasmus avant de prétendre à un mandat. J'ai trouvé le propos. Moi qui suis un cancre né, je me suis dit, mais c'est vrai que ce serait très efficace que nos hommes et femmes politiques, avant de briguer un mandat, y compris nos leaders syndicalistes, y compris avant de briguer un mandat, fassent 3 années d'Erasmus. Je trouve que c'était une idée intéressante. On va poser la question à la sénatrice. Après Thierry Petit, Madame Trousseau. Sans faire 3 années d'Erasmus, déjà 1 année dans une entreprise. Combien de nos gouvernants ont été dans une entreprise? Premier, moi j'ai toujours cette statistique qui est terrible, mais dans le premier gouvernement Hollande, il n'y avait aucun ministre qui avait travaillé dans une entreprise. C'est quand même assez dingue. Cahuzac, mais je voulais pas le citer. Mais Bon, c'est fait. Madame Trousseau. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est-à-dire que du coup, et ça, je parle de ça parce que c'est aussi pour moi un regard sur la France et que moi j'ai été beaucoup bercé dans la mécanique anglo-saxonne, dans la façon de créer les boîtes ou de la financer. J'ai un fonds d'investissement qui est Accel Partners, qui était le premier fonds d'investissement de Facebook. Et donc j'ai été bercé dans cette culture économique. Et en fait, on a quand même une problématique en France, cette problématique des élites aussi, qui verrouille, de ce fameux capitalisme de connivence, j'ai envie de dire, qui fait qu'au bout d'un moment, alors certes, il est possible de créer une boîte, mais franchir des paliers, ça reste très compliqué. C'est très compliqué de ne pas appartenir à certains cercles, à certaines élites, etc. Et quand on voit la culture anglo-saxonne ultra pragmatique, et ce truc de l'américaine où seul le résultat compte, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre aussi, justement des gens qui ont été bercés par ces cultures économiques, qui reviennent dans nos pays pour insuffler. Mais là, à un moment donné, ça ne peut pas être que nous, entrepreneurs, ou nous, hommes de la rue, à avoir des initiatives. Et à un moment donné, il y a aussi une forme de prise en considération de la part de nos politiques. Et encore faut-il que nos politiques connaissent véritablement le monde de l'entreprise. Alors, Anne Rousseau, vous vouliez intervenir. Et ensuite, Madame la sénatrice va quand même répondre à toutes les interrogations qui lui ont été posées. Oui, quelques-unes. J'avoue que j'ai été expatriée, donc moi-même, c'est peut-être pour répondre à Alix donc sur sa question. J'ai été expatriée à Buenos Aires pendant 5 ans et puis ensuite à New York et pendant 2 ans. En Argentine, c'était avec mes fils, mais à New York sans mes fils puisqu'ils étaient après en période universitaire. Je dois dire que quand on part en famille, puisque ça a été beaucoup le thème du sondage avant, on a des jeunes qui deviennent bilingues, trilingues, sans s'en rendre compte d'ailleurs, c'est tellement naturel, c'est des éponges, ils prennent tout, donc c'est très facile pour eux. On en fait des jeunes prêts à partir après et à se lancer dans un avenir professionnel vraiment différent. Je crois que pour eux, on a rétréci le monde. Alors je sais que Monsieur Air France en ce moment a des problèmes ce matin qui sont un petit peu autres, mais s'ils pouvaient créer la carte Navigo Air France, pour eux, ce serait, l'équivalent, c'est ça. On a vraiment fait comme une petite carte du monde avec 3 petites stations où ils vont faire toutes pour professionnellement se développer et s'enrichir. C'est vraiment une ouverture d'esprit qu'on leur a communiquée. Madame Hélène Conway-Mouret, si vous voulez bien juste au moins répondre aux quelques interrogations qui vous ont été posées. On va vous donner un micro. Voilà, juste derrière vous, vous avez un micro. Oui, pour quelqu'un qui a passé sa vie active à l'étranger, puisque je suis rentrée en France qu'il y a 4 ans seulement, d'ailleurs avec un parcours un petit peu atypique, j'ai eu plusieurs vies. Je suis à nouveau maintenant au Sénat après 2 ans passés au ministère auprès de Laurent Fabius, justement en charge des Français de l'étranger. Et ce qui m'avait choqué à mon retour en France,
tout ce qui a été dit depuis ce matin, je l'ai vécu personnellement, intimement, eh bien, c'est le fait que nous restons dans un dialogue franco-français. Il y a beaucoup de difficultés pour les Français de se projeter à l'extérieur et finalement d'accepter un regard croisé qui ferait que on remettrait en question certains de nos fondamentaux qui nous rassurent parce qu'ils ont toujours existé et qui aujourd'hui ne sont plus en phase en 2015 avec le monde tel qu'il va vite et de plus en plus vite. Et donc, il y a ce sentiment de décrochage, de décalage et en retour un réflexe de se protéger en oubliant que le monde existe et que le monde change. Mais il change et il change sans nous si nous ne sommes pas en phase avec lui. Donc, pour répondre à la question, je dirais dans un premier temps de multiplier les actions. J'ai fait ce rapport sur le retour des Français de l'étranger pour montrer que aujourd'hui, en effet, il y a des immigrés français à l'étranger et que en retour ça peut nous donner peut-être un sujet de réflexion sur ceux qui ont choisi de venir en France et qui habitent ici et dans ce monde ouvert parce que la France reste un pays d'accueil mais est un pays aussi où les Français décident de partir librement, décident de revenir, de bousculer l'administration parce que c'est vrai que eh bien, l'obstacle principal à la réinsertion en France est lié à des tracasseries administratives nombreuses, d'où les propositions pour essayer de les briser et de faire en sorte que, eh bien, les Français qui rentrent se concentrent plutôt concentrent leur énergie et le temps qu'ils ont plutôt à pouvoir en effet trouver un emploi, relancer une vie ou recommencer une vie en France que de passer des heures de rendez-vous dans les administrations. Et aujourd'hui, eh bien, le titre de ces colloques est bien de montrer que les Français sont un atout pour la France, où qu'ils soient. Ils sont à l'étranger, mais ils sont très nombreux en France aussi. Les Français de l'étranger, moi je suis une Française de l'étranger, je le revendique, j'en suis fière. J'habite maintenant ici à nouveau dans mon pays, mais va bien au-delà des 2,5 millions que nous voyons dispersés sur la planète. Donc c'est une force et je crois qu'il faut parler de ce que nous pouvons faire et en parlant, je crois que nous abordons un grand nombre de sujets qui sont importants pour notre pays, notamment pour l'image que nous avons et que nous continuons à avoir à l'étranger d'un pays ouvert et non pas refermé sur lui-même. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être, monsieur, je crois que vous vouliez poser une question. Et madame, on va vous donner des micros. Madame. Merci. Merci. Il y a peut-être une dimension qui a été en partie occultée parce que nous continuons à penser en termes de Français à l'étranger. C'est celle des doubles nationaux qui sont à la fois français mais ont aussi une autre nationalité. Et là, effectivement, nous avons affaire à une catégorie de gens qui ne rentrent pas forcément dans les cases qui ont été évoquées par le sondage Ipsos. Et ce sont des gens qui ont une très grande mobilité due à souvent leur double culture. Alors, ce sont des Français à l'étranger, parfois, mais ce sont des Français de l'étranger. Ils sont nés en dehors de la France, ils ont la nationalité française, reviennent, et là le sujet sera abordé sans doute cet après-midi lorsqu'on va parler de la mobilité, ils reviennent faire leurs études supérieures en France, c'est souvent le cas. Ils sont donc des Français de l'étranger qui sont à nouveau en France, mais la vie n'étant pas linéaire, et elle est de moins en moins maintenant pour les jeunes générations, peut-être un jour vont-ils, et beaucoup le font, ils vont repartir dans leur autre pays, et là, à ce moment-là, ce seront des Français qui seront créateurs d'entreprises ou créateurs de richesses dans leur second pays. Ceci pour dire, alors donc c'était pas tout à fait une question, c'est une remarque, voilà, c'est une remarque complémentaire parce que c'est une dimension qui est de plus en plus importante. Nous l'avons vu dans le sondage, de plus en plus de Français maintenant ont parfois 3 nationalités et ne sont plus seulement des Français. Et ils sont considérés par nous, par tout le monde, effectivement, comme des acteurs. Alors là, pour le coup, de vrais acteurs de la mobilité et de l'image de la France à l'étranger. Merci de cette remarque. Vous pouvez donner le micro à monsieur. Il y a une question, madame, juste après. Oui, merci. Donc, Francis Nizet, Chine. Je voulais juste
réagir aux propos de M. Macquart, puisque j'ai sursauté quand vous avez dit, avec beaucoup de brio, vous avez parlé de Guangzhou, canton pour les intimes, et vous nous avez retracé ce destin, j'allais dire fort gratifiant, de cette diplômée de CAP, vous l'avez située, je crois, à Grenoble, qui avait tout intérêt à faire un stage de coiffure de mode à Saint-Trope, je crois, et puis après se lancer et de vivre un destin encore plus fabuleux à Canton. Alors ce que vous dites là est certainement... Moi je suis en Chine et je vais très souvent à Canton, c'est une de mes villes favorites, où d'ailleurs on mange une cuisine chinoise qui est fort intéressante. C'est pour Monsieur Marc. Avec des aspects, voilà, Asie du Sud-Est, enfin vous voyez ce que je veux dire, très sucré. Beaucoup mieux que la cuisine mandarine du Nord. Enfin voilà, ça ce sont pour les détails culinaires. Vous en parlerez après avec Voilà, Thierry Marx. Ce que vous dites là, c'est vrai, mais il y a 10 ans. Alors peut-être aussi parce qu'on est en Chine et que les Chinois apprennent très vite, et puis aussi parce qu'on a le tort, nous les Français, de vendre notre ingénierie et nos connaissances et notre formation professionnelle. On ferait bien de temps en temps de ne pas trop apprendre aux autres comment on fait si bien les choses, parce que les Chinois en particulier apprennent vite et font à notre place maintenant. Quand je suis arrivé en Chine en 2002, l'un des métiers de ces jeunes qui partaient un petit peu à l'aventure, c'était agent immobilier. On aidait les expatriés, autant il y en avait encore de vrais expatriés ou les fonctionnaires, à trouver des appartements. On sous-traitait d'ailleurs auprès des Chinois. Maintenant, il n'y a plus aucun de ces métiers-là. Les Chinois font notre place, d'ailleurs parce qu'ils parlent très bien français, parce qu'on leur enseigne le français, mais aussi anglais, etc. Donc ça, c'est le premier bémol que je voulais vous apporter, si je puis me permettre, c'est que se lancer à l'étranger, en particulier en Chine, quand on n'a pas un bagage j'allais dire académique important, dans ces petits métiers, c'est pas péjoratif de ma part, il faut peut-être actualiser la chose. Et puis deuxième chose, quand vous dites elle aura un fabuleux destin, au niveau de l'exotisme certainement, au niveau culinaire fort intéressant, elle trouvera peut-être un compagnon, quoique dans ce sens-là c'est moins... Les couples mixtes, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais il y a l'aspect, et là je crois que notre sénatrice, Madame Conway, ne contredira pas, il y a un aspect de précarisation des Français à l'étranger, et surtout du point de vue social. C'est très bien la France de se dire de temps en temps barrons-nous, mais n'oublions pas quand même qu'on a une protection sociale, alors qui est plus ou moins contestable certainement, mais une protection sociale qu'on ne trouve absolument pas dans certains pays, et en particulier en Chine. Très récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les ondes, il y a eu une jeune fille chinoise qui était l'épouse d'un Français qui s'est fait prendre un coup de sabre. Je crois que c'était pas mal relié par les médias français. Elle est restée au sol pendant une demi-heure avant que la police et les autorités chinoises interviennent. Et surtout, elle s'est retrouvée aux portes d'un hôpital pourtant assez bien international. Et heureusement que l'ambassadeur était présent et a pu intervenir et user de son autorité, parce que les Chinois ne voulaient pas intervenir dessus alors qu'elle était en train de saigner. Donc elle est morte, comme vous le savez, parce qu'elle ne pouvait pas produire les 5 000 € de caution qui étaient nécessaires pour qu'on l'intègre dans l'hôpital. Félix Macquart. Voilà. Donc je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que les petits métiers qui s'en vont se prédisposent à pas mal de précarité, parce qu'en France, c'est un pays qu'on peut dénigrer, mais qu'il y a quand même un filet de protection Félix sociale Macquart, après Anne Rousseau et absolument incomparable. Non, je pense, je veux pas, je veux pas peindre un tableau trop optimiste d'une réalité qui est parfois beaucoup plus dure. Et en effet, les choses changent, et elles changent très rapidement. Donc peut-être que l'exemple eût été plus juste d'aujourd'hui parler de Jakarta au lieu de Canton. Le fait est que, le terrain de jeu, on l'a dit plusieurs fois, le terrain de jeu est désormais mondial. Et la réalité objective, c'est que dans ce terrain de jeu mondial, alors qu'ils passent leur temps en tout cas que le discours public en France est imprégné d'une sorte de pessimisme fondamental vis-à-vis de la relation, par rapport à la relation de la France vis-à-vis du monde, la réalité, c'est qu'il vaut mieux être français sur le marché mondial que la vaste majorité des pays du monde, que des citoyens de à peu près n'importe quel pays, enfin pas tous, mais quasiment. Et ça, on le perd complètement de vue en France. Et donc, en effet, il faut, vous avez raison de dire qu'il y a une paupérisation, et même d'aucuns en parlent, même ne serait-ce qu'à Londres.
de certains jeunes Français qui arrivent à Londres et qui vivent des jobs infernaux, avec des horaires infernaux, pour gagner pas grand-chose, qui vivent dans des conditions assez, limite insalubres, etc. Mais la réalité, c'est que en France, on a, la dernière fois que j'ai vérifié, on a 3 fois moins de chances de perdre son emploi lorsqu'on en a un. Un jeune Français a 3 fois moins de chances de perdre son emploi qu'un jeune à Londres. Mais le jeune à Londres, il a 10 fois plus de chances d'en retrouver s'il perd son emploi. Bah, écoutez, les maths sont super claires là-dessus. Et donc, c'est une simple question de, encore une fois, il y a une sorte de, les Français sont extraordinairement pragmatiques, mais sur certaines questions, ils ont une tendance à dire, et ça je le retrouve dans le discours français sans arrêt, c'est « Ah oui, mais ici on ne fait pas comme ça ». Et alors, le « Ah, ici on ne fait do pas comme ça », il faut que ça s'arrête. Parce que c'est en train de nous tuer à petit feu. Alors qu'encore une fois, nous sommes mieux armés que la majorité des gens au monde pour nous battre dans ce bac à sable mondial. Anne Rousseau. Partir à l'étranger, c'est vraiment une préparation extrême. On y met toute son attention. En général, on se prépare bien à partir à l'étranger, notamment quand on a une famille et qu'on a des responsabilités vis-à-vis d'eux. Par contre, il y a une génération, la génération Y, les moins de 40 ans, qui vont être sans enfants, qui vont partir un petit peu plus à l'aventure, on va dire. Et là, ils vont essayer de trouver des Eldorado, on va dire, aussi, de travail, comme par exemple Dubaï, je citerai, sur lesquels ils arrivent parfois dans des conditions matrimoniales qui ne sont pas correctes, parce que c'est impossible, carrément, il faut le reconnaître. Ils ne se rendent pas compte finalement de leur mise en danger, je dirais presque, sur ce territoire, alors qu'ils veulent chercher des emplois. Certains y arrivent, hein, mais voilà, il y a une impréparation aussi de certaines personnes qui estiment que l'étranger est ouvert, parce que c'est la mondialisation, effectivement, on peut aller partout, on est des citoyens du monde, mais au-delà, attention aux préparations pas claires. Thierry Braque, vous vouliez rajouter quelques commentaires à ce qui vient d'être dit? Oui, c'est compliqué, mais ça me ramène assez loin. Moi, je me souviens quand j'ai quitté la France la première fois, ma mère m'a dit mais tu sais pas comment ils vivent dans ces pays-là. Je partais en Australie. C'était drôle, et on était en 1987. Vous voyez, c'était déjà assez loin. Alors bon, il faut arrêter avec ça. C'est vrai que quand vous choisissez de partir, si vous vous posez trop de questions, vous partirez jamais. Si vous dites je veux rester dans ma zone de confort, dans ce que je connais, vous partirez jamais. Là où je rejoins monsieur, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut préparer nos jeunes en France à la formation professionnelle, faire de l'enseignement de la culture française, je parle des métiers de la gastronomie, mais d'autres métiers de l'artisanat, faire de ces hommes et de ces femmes des gens aguerris et formés. Et après, c'est une clé sur le monde. Et aujourd'hui, j'interviens dans des entreprises en Chine, au Japon, et encore personne, je croise les doigts, n'a dénoncé mon contrat, parce que le savoir-faire français est encore un savoir-faire reconnu. Alors effectivement, et je rejoins l'histoire de cette jeune fille qui n'aurait aucune chance en restant à Grenoble, ce qui était mon cas si j'étais resté dans ma cage d'escalier. Mais à un moment donné, il faut traverser la mer de l'incertitude. Évidemment, je suis d'accord avec madame, d'avoir un certain nombre de préparations au départ, mais à un moment donné, il y a au moins... Vous êtes préparé à 80%, mais ces 20% qui restent, il va falloir prendre la posture positive et la posture de l'audace. Et ça, vous le capitalisez. Et effectivement, si votre travail n'est plus assez rémunérateur ou ne vous épanouit plus assez en Chine, mais le globe est à vous. Le globe est à vous. Et vous raisonnez plus en franco-français, vous raisonnez, je peux faire 3 heures d'avion. Oui, c'est ça. Moi, je suis parti sur Bangkok ensuite. Bangkok, je trouvais ça ne me convenait pas. Je suis retourné au Japon. On était à 5 heures, 6 heures d'avion. Vous voyez ça. Mais notre force, en France encore, c'est de défendre la valeur du métier, le savoir-faire français. C'est ce qui est acheté aujourd'hui par l'ensemble de la planète, et notamment dans les métiers de la gastronomie, mais dans un ensemble de métiers. Je discutais la semaine dernière avec des charpentiers qui partent faire des constructions sur du lamé-collé en Chine. Bon, voilà, on achète leur savoir-faire parce qu'ils sont et quasiment pas remplaçables. Il nous reste une dizaine de minutes, il y a encore quelques questions. On va essayer d'y répondre le plus possible, madame. Et puis je crois que derrière, juste après, vous pouvez prendre la parole, bien sûr. Oui, je voudrais intervenir pour la valorisation de notre enseignement et de nos esprits, de nos cerveaux que nous formons et qui sont d'une qualité rare et très reconnue à l'étranger, en expliquant un petit peu mon expérience.
En rentrant de Londres, notre fils a été admis dans une grande école en prépa intégrée, mais il n'a pas été admis dans le cycle ingénieur. Et alors qu'il avait une expérience britannique, donc anglo-saxonne, mon mari est allé trouver le directeur en lui disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer un petit peu les programmes français vers le système universitaire anglo-saxon, à savoir reconnaître la personnalité de l'individu ainsi que son expérience associative ou extérieure au programme purement scolaire. C'était une grande école, hein, donc purement scolaire, dans la mesure où moi, en tant que chef d'entreprise, j'embauche largement plus de têtes pensantes anglo-saxonnes que françaises. Il lui a été répondu, monsieur, ça n'est pas dans notre programme. Nous appliquons le programme et l'expérience des autres. Tant pis pour eux. C'est aux Français de s'adapter une fois qu'ils auront leur diplôme. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même effectivement un changement de mentalité à faire au niveau des directeurs, même de nos grandes écoles, comme l'expérience de peut-être, monsieur Singri, vous pouvez peut-être... Même chez Télécom, c'est la même chose. Monsieur Singri, si vous voulez peut-être répondre sur cette question. Après, il y a une autre question complémentaire. C'est revenir sur ce que disait Mme Trousseau tout à l'heure. Il y a une question très concrète aussi. Hein. Alors, oui, c'est aussi une expérience personnelle, mais qui est révélatrice des obstacles administratifs. Je suis marié avec une étrangère. Mes enfants font des études à l'étranger. Ils ne peuvent pas venir faire de stage en France, dans les entreprises, parce qu'il faut une convention avec des écoles françaises. Donc, vous parliez du retour des enfants d'expatriés, que ce soit culturel, avec la reconnaissance des diplômes de l'étranger, ou ce problème technique administratif de stage. Il y a des contraintes qui sont très fortes. Alors, réponse Anne Trousseau, monsieur Singri. Je vous laisse la parole si vous voulez, hein, vous étiez dans l'ordre. Moi, je voudrais remercier l'AEFE et tous les lycées français de l'étranger pour l'enseignement qu'ils délivrent et la possibilité que tous nos jeunes ont de devenir des bacheliers et des bacheliers multiples, puisque bien souvent, il y a des doubles cursus qui leur permettent d'être à la fois bachelier français, mais en même temps bachelier du pays lui-même, donc, et d'accéder aux universités. Je regrette simplement que, effectivement, les résultats très brillants de nos lycées français soient pas valorisés. C'est-à-dire que dans les classements nationaux, il y a tous les nationaux, évidemment, mais pas ceux de l'étranger. Et or, on sait bien que quand nos élèves et nos bacheliers quittent l'enseignement à l'étranger, c'est en général, enfin peut-être je n'ai pas de chiffres, mais en général c'est pour rejoindre un enseignement universitaire français, et ils sont pas toujours, moitié-moitié, hein, on va dire. Oui, je pense que c'est plutôt dans ces chiffres-là. Mais pour cette moitié qui rentre, c'est vrai qu'un lycée français à l'étranger, ça dit rien à personne, ou c'est pas suffisamment peut-être valorisé. Ça mériterait. Monsieur Singri. Alors pour répondre à monsieur tout d'abord, je pense que ça fait partie de ces barrages administratifs dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, moi je vis dans un pays qui est très proche de la France, où ça se pose exactement de la même façon, c'est la Belgique. Et donc je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de verrous qu'il faut faire sauter. Alors, si vous me permettez, je voudrais juste revenir et aller dans le sens de ce que disait Mme Trousseau tout à l'heure. Il ne faut pas penser qu'aller à l'étranger, c'est toujours à la recherche de l'Eldorado. Je viens de vous dire, j'habite en Belgique. Eh bien, il y a plusieurs milliers de Français qui arrivent chaque mois à la recherche de travail et qui n'en trouvent pas. Alors, c'est un peu différent des gens qui préparent, quand ils vont à l'autre bout du monde, leur expatriation. Là, on est à 1h20 de TGV de Paris, ou de la frontière française, et on ne trouve pas. Et ces milliers de Français tombent dans un état de précarité énorme, sont obligés d'être pris en charge par des associations, par le consulat de France, et finalement, on leur donne le prix du billet de train pour qu'ils rentrent dans leur pays d'origine, c'est-à-dire la France. Je crois qu'il faut être conscient de ça. C'est pas toujours un Eldorado l'étranger non plus. Ça arrive souvent, ça, les retours qui doivent être pris en charge effectivement par l'administration française lorsque la précarité s'installe, suite à des mauvaises. Alors, Madame a levé la main depuis un petit moment. Ce sera la dernière question pour cette table ronde. Hélène. Allez-y. Oui. Je voulais introduire un propos un peu décalé. Il se trouve que je me suis intéressée aux impatriés étrangers en France et je me demandais où sont les chiffres, combien y en a-t-il. C'est encore une planète encore plus inconnue que celle des Français de l'étranger. Et j'avais une réflexion. Effectivement, quand les Français reviennent de l'étranger, ils se sentent un peu enfermés dans la boîte.
Or, il y a beaucoup d'impatriés étrangers, de conjoints étrangers en France qui ont énormément de choses à partager, énormément de points communs. Or, j'ai l'impression que les Français restent avec les Français et il n'y a plus du tout de contact avec les impatriés étrangers en France. Et je trouve que dans les réflexions et dans le genre boîte à idées, il y aurait beaucoup de choses à faire avec. Merci pour votre réflexion, ça amorce notre conclusion. Vous allez prendre la parole, Anne Rousseau, et vous conclurez bien évidemment cette table ronde. Alors, Félix Macquart ou En effet, oui, j'ai trouvé ce phénomène très frappant. Il y a quelques années, quand je travaillais pour l'International Herald Tribune, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que lorsque j'étais invité à des sortes de grandes soirées, dîners français, il y avait en général 2-3 étrangers professionnels, c'est-à-dire des ambassadeurs qui se battaient en duel dans un coin. Et inversement, lorsqu'on organisait des événements avec l'ambassade des États-Unis ou juste des événements, le Herald Tribune est un journal qui a été fondé à Paris en 1887. C'est-à-dire que c'est un journal français plus vieux en tant qu'entité légale que tous les canards de France, à part le Canard enchaîné et le Figaro. Et pourtant, c'est la planète Mars. Or, tous les gens qui lisent le Herald Tribune, le premier marché du Herald Tribune en nombre de lecteurs, c'est la France, devant tous les autres. Ou en tout cas, c'était à l'époque où il existait encore. Et ce qui m'a beaucoup frappé, il y a énormément d'étrangers qui passent à Paris très régulièrement. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont des résidences secondaires en France. Or, ils se connaissent tous et ils ne connaissent pas le microcosme français. C'était un petit peu d'ailleurs l'objet des dîners de l'Atlantique que j'ai organisés à l'époque, que de présenter un petit peu ces deux populations. Anne Trousseau. Il y a encore du boulot. Oui, pour répondre à la question de Hélène, qui était sur les impatriés français, c'est vrai que l'AFIAF vient de créer France Retour Accueil, qui s'adresse effectivement à tous ceux qui ont connu les accueils dans le monde et qui reviennent en France, tout simplement parce qu'ils aiment se retrouver et qu'ils avaient besoin effectivement d'une structure d'accueil à leur retour. Parce que très souvent, je dirais qu'il y a un petit peu d'incompréhension des Français en général sur le monde de l'expatriation qui n'est pas suffisamment bien connu. Et ça leur permet vraiment de se regrouper. Mais effectivement, on pourrait penser à y associer les impatriés plus ici. Thierry Petit, pour un mot de conclusion sur cette table ronde avec la question qui a été posée par Madame, qui ouvre quand même aussi largement le débat. Oui, enfin, moi je crois qu'on est... depuis 2-3 ans, il se passe quand même quelque chose d'assez excitant et important en France, et que auparavant, quand on voulait, entre guillemets, en toute humilité, conquérir le monde, il fallait partir de France. Maintenant, je crois qu'on peut conquérir le monde de France, et c'est un point qui, à mon sens, a changé. Alors certes, il doit être encore accompagné par nos politiques, fiscalement, il doit être accompagné dans la formation, ne serait-ce que l'apprentissage de l'anglais à l'école, qui est une catastrophe, je trouve, pour l'avoir éprouvé, et qui m'a toujours compliqué la vie pour discuter des actionnaires américains. J'ai dû me faire ensuite sur le tard, mais je trouve qu'il y a plein de choses à améliorer, parce que je trouve qu'on a une force, on a des compétences, on a un marché qui est suffisamment fort pour lancer des choses de notre marché. Et puis on a maintenant, je trouve, des belles entreprises qui vont conquérir le monde de notre territoire. Donc, je crois que maintenant, il n'y a plus vraiment le terrain de jeu, il est mondial. Je pense que maintenant, tout le monde en est convaincu. Et il est encore plus mondial chez les jeunes générations qui vont faire l'économie du futur. C'est malheureusement pas nous, dans la salle, qui allons faire l'économie de demain. C'est les jeunes qui ont 20 ans. Et les jeunes qui ont 20 ans, pour eux, il n'y a plus de frontières. Ils sont mobiles, elles sont sociales, elles partagent. Elles sont pas comme nous, très à mettre tout en case. Et je crois que le meilleur exemple, c'est toutes ces sociétés qui se créent depuis 3, 4, 5 ans, qui créent des tonnes d'emplois, puisque aussi la conséquence, elle est économique, elle crée de l'emploi, elle crée de la richesse, elle crée de la valeur pour le pays, et qui se font de France. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Partir, revenir, voilà, on a ouvert le champ des débats. Merci beaucoup. On va passer à une autre table ronde d'ici quelques minutes. Merci de votre participation.